du sel, de la neige et du diamant. Leur point commun, c'est que ce sont des cristaux. Et justement, aujourd'hui, c'est le sujet du jour. Salut les petits scientifiques sur Lucky Science pour une nouvelle vidéo à propos des cristaux. Premièrement, nous allons essayer de comprendre ce que c'est qu'un cristal, puis ensuite nous allons rentrer dans les détails de ses caractéristiques physico-chimiques. Pour enchaîner, nous allons aussi traiter des notions un peu plus profondes, telles que la transparence et la résistance. Et enfin, nous allons aussi aborder les intérêts d'utiliser ces cristaux dans la vie courante. Eh bien, allons-y alors! Bon, d'abord, pour commencer, qu'est-ce que c'est qu'un cristal? Eh bien, pour faire simple, un cristal, c'est généralement un solide qui détient une structure périodique, c'est-à-dire qu'il y a un certain motif qui se répète dans toutes les directions de l'espace. Vous voyez, c'est comme les signaux sonores purs. On a bien une période qui se répète en fonction du temps. Eh bien, ici, c'est à peu près la même chose. Attention, j'ai bien dit généralement solide, parce que selon le contexte, on peut parfois parler de cristal liquide, même si c'est plus un état intermédiaire entre cristal et liquide. Mais bref, dans tous les cas, je vais pas m'attarder là-dessus. A noter qu'une structure cristalline, c'est totalement l'opposé d'une structure dite amorphe. Parce que amorphe, ça veut juste dire que c'est totalement désordonné. Et d'ailleurs, contre toute attente, le verre par exemple, ce n'est pas un cristal. C'est en effet un solide amorphe. Pour revenir au niveau des cristaux, le plus petit motif qui se répète dans le cristal, c'est ce qu'on appelle la maille. Et elle peut être composée d'entités chimiques, principalement les ions ou des atomes. Pour rappel, les ions, c'est des atomes avec des charges non neutres, donc positives ou négatives. Si je prends l'exemple du sel, qui est un cristal effectivement, eh bien sa maille est cubique. Et elle est composée d'ions sodium et d'ions chlorure. C'est d'ailleurs pour ça que le sel s'appelle chlorure de sodium. Ce qui est intéressant dans le sel, c'est que chaque ion de la maille est uniquement entouré d'ions de charge opposée, étant donné que l'ion sodium se note Na+, et l'ion chlorure Cl-. Cela veut dire qu'un ion sodium est uniquement entouré d'ion chlorure, et inversement. Pour rappel, il faut aussi prendre en compte que la maille se répète dans toutes les directions. Et en fait, c'est un peu comme avec les aimants, c'est dû aux forces de Coulomb. Et dans ce cas, on parle même de liaison ionique. Je voulais juste revenir sur cet aspect de répétition dans les directions de l'espace, parce que cela implique que les atomes qui se situent sur le bord de la maille ne comptent pas pour 1. Ouais, c'est peut-être étrange dit comme ça, mais laissez-moi m'expliquer. En gros, dans une maille cubique, les atomes qui se situent au milieu des faces par exemple, comptent pour 1/2. Pourquoi? Parce qu'au milieu d'une face, il peut exactement avoir 2 mailles. Et vu que les atomes ne peuvent pas se superposer, eh bien on est obligé de le faire compter pour 1/2. Et c'est le même cas si les atomes se situent sur le coin par exemple, ils compteraient pour 1/8. Attention, je n'ai pas dit que les atomes sont coupés en morceaux. Il faut tout simplement s'adapter lorsqu'on représente une maille tout seul. Bien, alors maintenant que vous comprenez ce que c'est qu'un cristal, rentrons un peu plus dans les détails. À commencer avec la transparence. Pour rappel, la transparence, c'est ce qui détermine la quantité de lumière qui passe à travers un matériel. Et dans notre cas, le matériel, c'est un cristal. J'en ai déjà parlé dans ma vidéo sur les spectres d'émission et d'absorption, mais pour faire court, lorsqu'on envoie de la lumière sur un matériel, eh bien la lumière peut soit être absorbée, soit être renvoyée. Mais ici, on oublie un cas, le cas où la longueur d'onde traverse le matériel. Et c'est ça qu'on appelle la transparence. Donc, on comprend maintenant que ce qui détermine la transparence dans un cristal, c'est majoritairement la disposition des atomes dans le cristal, ainsi que des électrons de valence des atomes. Pour rappel, les électrons de valence, ce sont les électrons qui se situent de la plus haute couche de l'atome. De ce fait, des cristaux ayant des mailles cubiques, comme le quartz ou le sel, sont souvent assez transparents. Je tiens à préciser quelque chose tout de même, car le terme transparent peut prêter à confusion. Transparent, ça veut juste dire qu'il y a certaines longueurs d'onde qu'il peut traverser. Ça ne veut pas forcément dire qu'on peut très bien voir à travers. Ah non, pas du tout. Et ça dépend des atomes ou des ions qu'il y a dedans.
Mais maintenant, si on prend un cristal qui n'est pas isotrope, c'est-à-dire que ce n'est pas symétrique dans toutes les directions, comme dans des cristaux trigonaux ou orthorhombiques, eh bien ici on assiste à un phénomène qu'on appelle la biréfringence. Tout ce que ça veut dire, c'est que la lumière se divise en deux rayons, se propageant à des vitesses différentes. Vous voyez, quand vous regardez une paille dans un verre d'eau, eh bien on a l'impression que la paille est déviée un peu sur le côté. Eh bien en quelque sorte, c'est en fait ça, la biréfringence. La seule différence, c'est que ici on a bien le même rayon qui se divise en deux rayons différents. Et c'est pour ça que lorsqu'on regarde un cristal sous différents angles, eh bien parfois on a l'impression que le motif change un peu. Et là vous allez me dire, mais quel est le rapport avec la transparence? Eh bien parfois ça veut aussi dire que selon l'angle de vue, eh bien la transparence n'est pas forcément la même. Passons maintenant à la résistance cristalline. Il existe en effet plusieurs types de résistance, et dans cette vidéo, je vais surtout parler de la dureté et de la ductilité. Grossièrement, la dureté, c'est la résistance locale à la déformation, donc c'est-à-dire les fissures, les rayures, etc. Et la ductilité, c'est plutôt la capacité au cristal de se déformer de manière plastique avant de se casser. Donc en gros, plus un cristal est ductile, plus on peut le déformer sans qu'il se casse. Il existe plusieurs facteurs influençant la résistance globale du cristal, principalement les liaisons entre les entités chimiques, les plans de glissement et la compacité. Ne vous inquiétez pas, on va définir tout ça. Mais premièrement, commençons avec les liaisons atomiques. Si on reprend l'exemple du cristal de sel, l'intégrité de la structure de ce cristal est permise grâce aux liaisons ioniques. Logique, vu qu'on a affaire à des ions. Et en fait, j'en ai déjà parlé des liaisons ioniques précédemment. C'est quand les deux ions sont liés grâce aux forces de Coulomb, positif-négatif. Sauf qu'il s'avérait que cette liaison est en fait la plus faible de toutes les liaisons atomiques. Bah ouais, pas de chance. Conséquence, le cristal est moins dur. Maintenant, si on se tourne vers le diamant, ici les atomes de carbone sont liés par des liaisons covalentes, beaucoup plus fortes que les liaisons ioniques, ce qui explique la dureté du diamant. En revanche, et c'est ce qu'on va voir dès lors, c'est que le diamant a beau être dur, mais il n'est pas très ductile. C'est-à-dire qu'on peut pas trop le déformer plastiquement. Dès qu'on outrepasse la dureté du diamant, eh bien il se brise, contrairement au sel qui est un peu plus ductile. Et maintenant, je vais aborder les plans de glissement. Car en effet, c'est surtout ça qui définit la ductilité. Imaginez un plan de glissement comme une figure en deux dimensions à l'intérieur du cristal. C'est un plan imaginaire, bien évidemment. Et ce qui nous intéresse surtout ici, c'est que les entités chimiques à l'intérieur de ce plan peuvent se déplacer en consommant une quantité d'énergie moindre. Et pourquoi c'est important dans la ductilité? Eh bien parce que si les liaisons sont beaucoup trop fortes, eh bien ces plans sont beaucoup plus difficiles à faire glisser. Donc, beaucoup plus difficiles à déformer. Contrairement aux liaisons moins fortes, qui permettent de mieux faire glisser ces plans. Dans une maille cubique à face centrée, comme dans un cristal d'or, les plans de glissement sont triangulaires et leur direction se situe au niveau des diagonales des faces du cube. Et enfin, dernier facteur de la résistance, la compacité. Bon là ça va aller très vite, la compacité c'est simplement le volume occupé par les atomes dans la maille divisé par le volume total. J'aimerais d'abord préciser ce que j'appelle par volume occupé par les atomes, car en réalité c'est pas le vrai volume occupé par les atomes. Parce que déjà on part du principe que les sphères représentant les atomes sont tous de taille égale, et deuxièmement car ces sphères représentent plus la sphère d'influence de l'entité chimique. Le rayon de ces sphères dépend de la géométrie du cristal, mais par exemple dans une maille cubique, oui encore, eh bien le rayon d'une sphère d'un ion dans la maille est égal à la longueur de la moitié d'un côté d'une face. Donc en gros ça donne ça. On sait que le volume d'une sphère c'est 4/3 pierre cube, et le volume total de la maille dépend tout simplement de sa géométrie. Dans notre cas, on a un cube. Et ici il faut se rappeler que les atomes ne comptent pas forcément pour 1. Comme dit précédemment, les atomes au coin par exemple correspondent pour 1/8, etc., etc. Donc quand on calcule le volume de la sphère, eh bien il faut le multiplier par cette valeur. Donc le volume d'un ion dans les coins ne serait plus 4/3 pierre cube, mais 1/6 pierre cube. Faut pas tomber dans le piège. Si on calcule la compacité du sel et du diamant,
Eh bien, en fait, on remarque que le diamant a une compacité plus faible que celui du sel, ce qui pourrait être contre-intuitif pour vous, mais en réalité pas tant que ça. En fait, ce que montre la compacité, c'est plutôt le remplissage de l'espace disponible dans la maille. Et en fait, ça définit plutôt la ductilité, pas vraiment la dureté. Plus précisément, plus une maille est compacte, plus il est apte à être ductile. Et là, ça fait plus de sens, effectivement. Car le diamant est effectivement pas très ductile, contrairement au sel. Pour conclure cette vidéo, je vais vous énoncer des exemples d'utilisation pratique des cristaux, ainsi que de leur présence naturelle. Bon, premièrement, une utilisation évidente des cristaux, c'est tout simplement le sel en tant qu'assaisonnement. Et oui, en plus c'est un incontournable. Le sucre aussi est un cristal. D'ailleurs, petit fun fact, la conception du chocolat dépend aussi de la cristallisation. Parce que pour que le chocolat soit lisse et croquant, il faut que le beurre de cacao se cristallise. C'est d'ailleurs ce qu'on appelle le tempérage. En technologie, on retrouve aussi des cristaux, comme par exemple dans les montres électroniques avec le quartz. Parce que lorsque le quartz est stimulé électriquement, eh bien il vibre à une fréquence très stable. Et qui dit fréquence, dit période, qui dit aussi capacité de mesurer le temps. Je parlais au tout début de la vidéo de cristaux liquides, eh bien ils sont notamment utilisés dans les écrans LCD. Et un cristal qui est très connu dans le domaine de la technologie, c'est le silicium cristallin. Car c'est la base même des transistors et des circuits intégrés, qui sont les composantes essentielles des ordinateurs, téléphones, etc. Et enfin, on retrouve des cristaux aussi dans notre corps, comme par exemple dans nos os et dans nos dents, on trouve des cristaux d'apatite. Un peu plus nocif, dans nos reins, il peut avoir une formation de calculs rénaux, qui est due en effet à une cristallisation non contrôlée de sels minéraux dans les reins, ce qui est assez douloureux. J'espère que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à la liker. Sinon, n'hésitez pas à faire part de vos remarques et critiques en commentaire. Et si vous ne voulez pas rater le fil de publication des vidéos, n'oubliez pas de vous abonner. Sur ce, je vous dis à bientôt sur Lucky Science.